14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Le chamanisme devient très à la mode et c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup on trouve un peu tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui je suis avec Patrick Daquet qui pourra nous préciser ce qu'est un chaman et ce que le chamanisme peut nous apporter. Alors j'ai approché cette tradition ancestrale et j'ai compris qu'elle pouvait nous permettre de nous découvrir, d'aller mieux, notamment d'être plus dans son corps et vous savez à quel point j'attache de l'importance au corps. Alors bien sûr, il y a de nombreuses thérapies, mais parfois revenir au corps, ça peut permettre de se retrouver plus profondément. En tout cas, Patrick Daquet va nous expliquer ce que peut nous apporter le chamanisme et surtout ce qu'il ne peut pas nous apporter, parce que je crois que en cette période un peu chaotique, on a un peu tendance parfois à se raccrocher à n'importe quoi. En tout cas, si vous avez approché cette spécialité particulière et que vous avez envie de témoigner, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et bien sûr, toutes vos questions seront les bienvenues. On vous attend au 0826 300 300. Patrick Daquet, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chaman et surtout vous organisez du 1er au 4 mai ce 15e festival international des traditions et spiritualités ancestrales. Vous insistez beaucoup sur le terme tradition et spiritualité ancestrale, comme si quelque part le mot chamanisme un peu à la mode, il faut pas non plus le mettre trop en avant. Oui, mais il faut aussi accepter ce mot chaman, je l'accepte. Au même titre que quand on dit occidental, ça veut dire quelque chose et rien dire à la fois, parce qu'entre un finlandais, un espagnol, un italien, il y a des nuances. Et c'est comme celte, les celtes c'est l'Europe, c'est une culture. Donc chamanisme, ça regroupe des réalités qui sont un peu communes à l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que ce sont des pratiques spirituelles naturelles. Il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de gourou. C'est avant tout une spiritualité naturelle qui est reliée à la nature, qui est reliée je sais que la physique quantique est un peu compliquée, mais en fait, en réalité, tout est énergie, tout est fréquence. Vibration, bien sûr. Et ce sont des hommes médecine ou des femmes médecine qui ont la capacité de capter comme ça les autres plans, les autres vibrations, et de les comprendre, les entendre. Et voilà, j'aime mieux ça que de dire esprit, parce que esprit, c'est connoté un peu magie, ça fait peur. Oui, et d'ailleurs c'est voilà. En ça que j'avais envie de parler avec vous du chamanisme, parce que récemment j'ai vu avec quelqu'un qui avait eu des problèmes dans son enfance de traumatisme, etc. Et c'était au départ le chamanisme, et qui lui a permis de se recentrer dans son corps. Et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nature dans le chamanisme, et se retrouver donc, et retrouver peut-être aussi sa nature, et c'est ce que vous dites d'ailleurs. Oui, retrouver sa nature par la nature finalement. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'animisme. Alors à une époque, ce mot-là était mal vu, parce que animisme, on pense à âme, mais non, c'est pas l'âme. Animisme, ça veut dire âme, pardon. C'est pas animal, c'est ça que je voulais dire. Ça veut dire âme. Et en fait, l'animisme, c'est tous ceux qui pensent que tout a une âme. C'était avant la physique quantique, ces peuples traditionnels avaient compris que tout était vibration et qu'il n'y avait pas d'hiérarchie dans cette création. Tout était complémentaire et l'expression d'une même origine, d'une même source. On ne sait pas quelle est cette source, c'est le grand mystère. Il y en a qui l'appellent comme ça, comme si. Moi, ça me plaît pas tous ces mots-là. Mais aujourd'hui, notamment grâce aux neurosciences, on a découvert par exemple que la méditation, ça pouvait apporter des choses formidables dans le corps. Enfin, on avance. Alors évidemment, il y a des tas de choses qu'on ne prouve pas, mais quand on sent que ça nous fait du bien, il faut pas s'en priver. Oh, absolument, il n'y a aucune raison. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ce qu'on appelle chamanisme, et justement là, cet événement qui a lieu le 1er mai, qui dure 4 jours. J'ai pas dit où c'était, c'est entre Reims et Soissons. On peut de toute façon retrouver tous les renseignements sur le site festival-chamanisme.com.
Et puis, on va en parler de toute façon pendant ces 2 heures avec vous, Patrick Daquet. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va retrouver des chamans des 5 continents. Et ça, c'est aussi intéressant parce que, au fond, et moi je me souviens quand on en avait parlé ensemble il y a quelques temps, je crois que c'était en 2023, et vous disiez, oui, l'année 2024, l'année 2025, tous les chamans pensent que ça va être encore des années compliquées. Difficile. Mais 2026, ça serait plus facile. Exceptionnelle. Bon, donc il faut patienter, faire le gros dos. Alors j'en doute aussi un peu des fois parce que je me dis c'est tellement le bordel. Excusez-moi, je dis un gros mot, mais c'est tellement le chaos en fait qu'on se demande. Mais du chaos surgit toujours un nouvel ordre. C'est un peu comme la mort. Après, il y a une renaissance. Oui, à nous d'œuvrer tous ensemble. Puisque vous parlez de vibrations. Si toutes nos vibrations sont positives et vont dans le bon sens, peut-être qu'on aura une année 2026 ensoleillée. Brigitte, on est tous des gouttes d'eau, mais il faut plein de gouttes d'eau pour former l'océan. Donc on paraît individuel et pas nombreux, mais en fait, à force, on peut changer le cours de l'histoire. Mais c'est les humains qui vont choisir leur propre voie. Il y a une prophétie amérindienne, je serai très court, mais elle est importante, qui dit que il y a 8 feux et que nous sommes dans le 7e feu. Et que, alors, le 8e feu s'allumera, on ne sait pas quand, ça peut être dans un siècle, 10 ans, 1 an. Et que ce 8e feu s'allumera en fonction des 2 chemins qu'auront pris l'humanité, le chemin de la science, de l'intelligence artificielle, de la mécanisme, de tout. Ils annoncent, les Indiens, que ça nous mènera à la perte de notre civilisation. Et le 2e chemin, c'est celui de retrouver les racines de la sagesse originale. Donc ça va être nous qui allons choisir, et ce 8e feu s'allumera on ne sait pas quand, et ça voudra dire que soit ça sera la fin de notre civilisation, soit ça sera une renaissance. Alors, de toute façon, la fin annonce toujours une renaissance. Après, on verra bien. Hein, mais on espère quand même que ça sera positif. Mais c'est parfois dans les épreuves, dans le négatif, qu'on devient meilleur. Hein, aussi, il faut parfois des épreuves pour devenir meilleur. Beaucoup de sagesse, Brigitte, c'est vrai. Mais oui. En tout cas, ce festival, c'est du 1er au 4 mai. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez savoir ce qu'on peut y trouver, eh bien, n'hésitez pas. Je sais que le chamanisme, c'est quelque chose qui est un petit peu étranger pour beaucoup de gens. Hein. Si on parle peut-être déjà de druides, ça parle peut-être plus au grand public. Oui, mais alors le problème des druides, c'est pareil, c'est que c'est une religion. Et dans la tradition celte, je dis sur les Celtes, c'est une culture. Dans la tradition celtique, il y avait la religion des druides, avec les druides religieux, les hiérarchies, ils avaient beaucoup de pouvoir d'ailleurs à l'époque. Hein. Et puis il y avait les druides solitaires, qu'on appelle des dervaux. Dervaux en breton, ça se dit déo, et ça veut dire le chêne. Et ceux-là étaient des druides, c'était des druides solitaires, enfin druides ou pas, peu importe, on les appelait pas comme ça. Des hommes sages en tout cas. On les appelait les dervaux. Et ils étaient soit dans la forêt, soit en dehors de la forêt. Mais en attendant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un chaman. C'est-à-dire porteur d'une sagesse, porteur de la mémoire, intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles. Alors je vais essayer un autre nom. Est-ce que Merlin l'Enchanteur, que tout le monde a entendu, c'était un chaman, j'imagine? Alors Merlin était un druide, un archidruide, et suite à des épreuves de la vie, justement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il s'est réfugié dans la forêt pour pleurer. Il avait perdu son fils dans une guerre, la légende le dit, dans une guerre qu'il avait lui-même fomentée par les oracles. Il a perdu son fils et lamenté, il a été se réfugier dans la forêt pendant 9 ans. Et c'est devenu un dervaux, c'est devenu un druide solitaire, si on peut dire. Donc il a connu l'évolution. Mais vous aussi, Patrick Daquet, vous avez traversé des épreuves, puisque vous étiez au départ un homme d'affaires important, vous aviez gagné plein de sous, vous perdiez tout, et puis finalement vous êtes devenu... J'ai tout perdu, mais... Vous êtes devenu chaman, et vous racontez d'ailleurs votre histoire dans l'histoire d'un homme ordinaire qui devient chaman celte, c'est aux éditions Vega. C'est un très joli livre où on peut suivre tout ce que vous avez traversé. En tout cas, moi j'ai souvenir d'un voyage que j'avais fait dans la forêt de Brocéliande. Ah oui. Et alors c'est très très étonnant parce qu'à un moment donné, en allant me promener, j'ai croisé une femme très particulière. Et c'était un moment assez magique. Il y a des choses comme ça qui... Dans les forêts, se passe plein de choses. Oui. Bon, en tout cas, on va en parler avec vous. Vous avez envie d'échanger. Vous nous appelez au 0826 300 300 tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Patrick Daquet, chaman, auteur de nombreux ouvrages et qui nous parle de ce festival qui a lieu du 1er au 4 mai 2025. N'hésitez pas si vous avez envie de découvrir ce monde. N'est-ce pas, Gabriella? Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis plutôt en mode découverte. Mais vous avez raison, c'est bien, il faut être curieux. Voilà, et j'en ai beaucoup entendu parler, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu à la mode. Alors moi j'habite dans une campagne profonde où il existe, mais je connais pas les adresses, mais où j'ai entendu des choses un peu, je sais pas trop où me diriger et comment me diriger. Parce que ce que j'attends moi du chamanisme, ça fait un moment que j'y pense, c'est une espèce de guérison de l'esprit et du corps. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, j'arrive pas toute seule en tout cas. Il y avait des thérapies, quelles qu'elles soient, en tout cas actuellement, à me sortir de ça. Pour preuve, je suis en rémission d'un cancer du sein. Donc ça veut dire beaucoup, et que j'ai quelque chose à aller visiter, et j'arrive pas tellement à... Non, mais c'est une... Enfin, je veux dire, on pourrait dire que c'est une bonne idée que de tenter ce rapport au corps, à la nature. Alors, vous êtes dans quelle région? Dans le Lot. Dans le Lot, dans le Lot. Patrick Daquet, il y a peut-être des... Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette année, nous faisons le festival du film au mois d'octobre prochaine fois, qui sera à Cahors. C'est pas loin, le Cahors? Ah non, pas du tout, non. Je suis à 20 minutes de Cahors, oui. Premier week-end d'octobre, Festival international du film, des traditions et spiritualité ancestrale. Mais peut-être que ce serait bien que d'ici là, vous ayez déjà un contact. Mais peut-être que vous pouvez aller sur le site de festival-chamanisme.com et vous allez trouver peut-être des noms, des personnes qui pourraient... D'accord. Oui, je regarderai. Mais ce que je voudrais, par le biais de votre invité, c'est mieux comprendre le chamanisme, en fait. Eh bien, allez-y, posez-lui les questions. Alors, je vais essayer d'être très simple et de très synthétique. Si je n'y arrive pas, vous me posez des questions complémentaires. C'est une spiritualité naturelle, si vous voulez. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dogme. C'est pas une religion, vous comprenez. C'est une spiritualité qui est reliée à la nature. Alors, ça veut tout dire et rien dire, cela. C'est ce qu'on appelle animiste. Je parlais tout à l'heure de cela. Oui, c'est que, en fait, si vous voulez, les anciens considéraient que toute création est l'émanation d'une même source, d'un grand mystère, quoi. Et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la nature. Ça peut choquer, hein. Alors, parce que les religions nous ont dit que l'humain était au sommet de la création. Je crois que c'est au 6e jour que Dieu créa l'homme, après ça a vraiment tout créé. Ça, c'est vraiment le dogme religieux. La réalité des traditions, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, que nous sommes tous sur des fréquences différentes, et justement, nous sommes en interaction et en résonance. Ça, c'est ce que dit la physique quantique. Il faut comprendre que vous-même, vous êtes en résonance avec votre environnement, avec votre entourage, avec vos lignées aussi, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-arrière-grands-parents. Tout est en résonance, et que quand il y a des formations, des distorsions, des complications, il faut travailler sur ces dissonances et ces distorsions, si vous voulez, au niveau vibratoire. Et c'est là que l'homme médecine intervient avec des rituels. Ça, vous savez, chaque tradition a une manière et des coutumes différentes. Mais sur le fond, tout le monde est sur cette sagesse-là. Et donc l'homme médecine, on va dire chaman, va faire le rituel d'harmonisation de tout ce qui est dissonant. Voilà, pour faire court. Ça, c'est la fonction d'un chaman. Maintenant, il y a beaucoup de gens, vous avez raison, c'est un peu à la mode, qui se disent chaman. En fait, les chamans, le mot chaman vient de Sibérie. Mais par exemple, en Bretagne, on n'a jamais dit chaman, on disait dervaux. Mais même selon les régions. Dervaux, ça veut dire chêne, et par conséquent, le dervaux, le déo en phonétique, avait cette fonction d'être le sage de la communauté et d'être celui qui était l'intermédiaire entre les mondes visibles, les mondes de la matière que vous voyez, et puis les mondes qui sont invisibles. Il a la capacité de se promener dans différentes fréquences et d'harmoniser ce qui est désharmonisé.
Voilà, alors j'attends une question pour... En l'occurrence, Gabriella, en effet, ce qui serait important, c'est que vous retrouviez une bonne vibration dans votre corps pour justement retrouver une bonne énergie. Enfin, on peut mettre les mots qu'on veut, hein, bien sûr, mais dans ce sens-là, je pense que ça peut être une piste... Alors maintenant, j'attire votre attention, c'est qu'il y en a qui se disent chaman et qui sont certainement des bonnes personnes aussi, mais qui ne correspondent pas aux critères de ce que ce mot représente. Un chaman ne peut être connu que par une communauté et être gardien d'une sagesse ancestrale qu'il a lui-même reçue de ses anciens. Autrement, ce sont des thérapeutes, des guérisseurs qui sont très valables, hein, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de... Brigitte le sait, je lui avais déjà dit qu'en fait sur un chantier il y a tous les corps de métier pour construire une maison, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais un électricien n'est pas un maçon. Eh bien, un chaman correspond à une définition particulière. Il est porteur d'une sagesse et d'une lignée, reconnu par sa communauté. Et il a reçu cet enseignement vertical, puisqu'il est en lien avec tout ce qui est monde invisible, et horizontal, une initiation horizontale, qui lui permet d'être au centre de cette croix et d'être stabilisé et solide pour faire son travail. Est-ce que vous avez une question peut-être, Gabriella, plus précise à poser à Patrick Daquet ? En fait, c'est ça. Je m'interroge parce que c'est vraiment un monde inconnu et moi, j'y connais absolument rien. Je m'y intéresse petit à petit. C'est pas quelque chose de Je vais y venir. Hein. Et j'ai peur de me faire piéger, en fait. Alors dans ce cas-là, écoutez, vous avez le site du Cercle de Sagesse que vous a donné Brigitte du festival. Oui. Sachez qu'il y a, je crois, 80, c'est plus que ce qui est écrit sur le programme. On doit être 90 représentants des traditions du monde qui viennent des 5 continents. Pour la taxe carbone, c'est bien parce que vous êtes à 5 heures de là et vous voyez le monde entier qui vient à vous. Dans ce cas-là, vous pouvez venir et là, il y a des conférences, il y a des scientifiques aussi, il y a des tables rondes, il y a des cérémonies, il y a des soins particuliers, individuels, collectifs. C'est-à-dire qu'en 4 jours ou 3 jours, ça coûte pas cher en plus, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez accéder à tout ce monde étrange. Il y a le Brésil, il y a l'Amazonie, il y a l'Amazonie brésilienne, le Pérou, le Chili. Enfin, je vous dis, il y a 32 pays, je crois, ou 38 pays qui sont présents. Mais déjà, Gabriella, est-ce que vous habitez une belle région quand vous allez dans le Lot, oui. Quand vous allez vous promener dans la nature, est-ce que vous ressentez cette force de la nature? Oui, c'est assez récent, hein, comme sensation que j'ai. Moi, c'est peut-être déjà ça que je vous conseille, c'est que vous-même. Oui. C'est ça, et j'ai compris ça en fait. J'ai compris que j'avais quelque chose avec la nature. C'est pour ça que le chamanisme m'intéresse. Mais du coup, je suis un peu perdue parce que je suis novice, quoi, en fait, dans cette recherche-là. Bien sûr, mais faites-vous un peu confiance aussi. J'ai tendance toujours à penser que on rencontre la bonne personne quand on est prête. Et visiblement, vous êtes prête. Vous êtes bélienne Comment? Vous êtes de quel signe? Balance. Ah, ok. Votre ascendant? Je crois que c'est Balance, mais ça, je suis pas sûre. Mais vérifiez. Il y a quelque chose du bélier, non, que vous devez nourrir le plus possible. Et vous verrez, ça va vous faciliter la vie, ça va vous donner une certaine force dans la matière. Mais Brigitte a raison, hein. Allez déjà vous promener dans la forêt, en conscience, parce que si on se promène en touriste, c'est valable, ça fait plaisir à tout le monde, on fait de la marche, etc. Mais promenez-vous en conscience, n'hésitez pas de vous asseoir, de vous allonger au pied d'un arbre, ou vous adosser au tronc d'un arbre, et puis fermez les yeux et laissez-vous voyager, laissez-vous transpercer. Vous serez surprise des sensations. Rappelez-vous toutes les vibrations, ondulations. Hein. Oui. Mais je le fais, mais je le ferai encore plus pour le coup, parce que là, je peux ressortir et je peux marcher sur de longues minutes, quoi. Donc du coup, je vais le faire tout ça et je vais m'intéresser. Du coup, je vais regarder sur le site et voir où est-ce que je peux aller dans mon joli coin de campagne. Alors ça va pas tout résoudre si vous voulez, mais ça va, comme les Brigitte dit, c'est une automédication, une auto-guérison. Maintenant, quelquefois, on a besoin de se faire accompagner. Mais voilà, vous pouvez par l'intermédiaire de Sud Radio, de Brigitte, si vous avez besoin d'un conseil personnel, je vous transmettrai un nom, un téléphone, voilà, de votre région, du Lot, de gens, de gens sérieux, oui. Laissez votre nom, voilà.
et votre téléphone. Bon, super. Laissez vos coordonnées, merci. On vous enverra des contacts dans le Lot. Merci en tout cas, Gabriella, merci beaucoup. On fait une petite pause et on va se retrouver pour le Love Conseil, nos sensations, véritable baromètre. Et vous aussi envie de poser des questions à Patrick Daquet ou de réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors je crois que ça va vous plaire ce Love Conseil, Patrick Daquet. Je vais parler de nos sensations qui sont véritables baromètres. Alors tout le monde est sensible plus ou moins au froid ou à la chaleur, et de la même manière, on est sensible aux atmosphères. Et ça, c'est peut-être pas assez compris pour beaucoup de gens. On est sensible aussi aux personnes qu'on rencontre. Parfois, on rencontre quelqu'un, on a une sensation désagréable, on ne sait pas pourquoi, mais si on est très attentif à ces sensations, on le ressent. Puis parfois, on a une sensation très agréable qui va parfois même jusqu'au coup de foudre. Donc, on voit bien que on a des sensations, et c'est pour ça que je dis nos sensations sont un véritable baromètre qui nous permettent de nous protéger ou de nous libérer. Et voilà le conseil que je donne aujourd'hui, sentez plus et pensez moins. Alors, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Tout à fait, Brigitte. Ça m'étonne pas. Alors comment? Tout simplement à laisser un petit peu plus vos sens prendre le pas sur la raison. Donc dans un premier temps, fermez pas forcément les yeux, mais essayez d'être un petit peu plus dans ce que vous ressentez quand vous êtes dans un nouveau lieu, quand vous êtes face à une nouvelle personne. Écoutez peut-être un peu plus la personne qui vous parle sans vouloir tout de suite lui répondre. Tant pis, même s'il y a quelques secondes de silence, c'est pas grave, mais ça va vous permettre de mieux vous imprégner des mots que vous avez entendus, et puis observer sans jugement dans un premier temps et laisser vos impressions vous envahir. Et c'est vrai qu'on a tendance très vite toujours à vouloir juger, et puis exercez-vous dans la vie courante, remarquez quel est celui de vos sens qui va un petit peu être dominant dans telle ou telle autre situation. On a 5 sens, et ils sont là pour nous informer de ce que nous vivons beaucoup plus que notre intellect. Alors après, évidemment, avec notre intellect, on peut raisonner de ce qu'on a ressenti, mais d'abord ressentir. Tout à fait, Brigitte, c'est difficile de rajouter quelque chose derrière cette exactitude. Écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'on a une tendance, dans les conflits ou dans les difficultés, à être en réactivité. C'est ça. Et le premier conseil que je pourrais donner à ceux qui m'écoutent, c'est que en fait, notre intérêt, c'est de ne pas être réactif et de considérer que même si l'autre est un prédateur ou agressif ou autre, de le regarder, de ne pas être réactif, de ne pas se faire happer par son énergie, par sa violence, où on va répondre par la même, quelque part, mais c'est de considérer que l'autre ne peut pas faire mieux que ce qu'il est et de passer son chemin. Alors ça, c'est formidable, la théorie. Après, dans la pratique, c'est plus difficile. Mais moi, j'essaye de l'appliquer. Il y a des fois, je me fais prendre, ça m'arrive, j'ai un caractère de feu. Vous avez du caractère, oui, je confirme, oui. Mais ça n'empêche que j'essaye de ne pas me faire prendre par la difficulté de l'autre, et au contraire, après avoir passé mon chemin, d'avoir la compassion pour la difficulté qu'il ressent, parce que chacun est sur son chemin de guérison. Donc chacun a un itinéraire particulier à guérir, qui est différent du mien, qui est différent du vôtre. Il faut donc avoir beaucoup de tolérance les uns aux autres. Ça s'appelle l'humanisme, ça s'appelle le cœur. Et vous avez parlé dans votre résumé dans votre résumé du commencement de 2 êtres qui se rencontrent et qui se sentent en harmonie. Tout simplement parce qu'énergétiquement ils sont en syntonisation. Ils vibrent sur les mêmes fréquences. C'est pas fréquent, justement, les mêmes fréquences. C'est vrai. Mais quand ça arrive, c'est une chance. Mais quand vous êtes dans le contraire, que vous avez un rejet de quelqu'un, c'est pas que cette personne est mauvaise, c'est que vous n'avez rien à voir avec cette personne, car les fréquences vibrent sur d'autres plans. Raison de plus pour passer son chemin. Et pas de jugement. Il est ce qu'il est, et de toute façon, il ne fera pas mieux que ce qu'il peut faire dans l'instant, et ça lui appartient d'évoluer ou de ne pas évoluer. On a Karine qui nous rejoint, et je crois, Karine, bonjour, que vous êtes chamane, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour, et je voudrais vous remercier tous les deux parce que ça fait 2 fois que la vie m'amène sur les traces de Patrick Daquet, si je puis dire, m'exprimer ainsi.
Et en fait, on avait déjà échangé lors d'une précédente émission où vous m'aviez offert votre livre que j'ai lu avec grand intérêt et que j'ai trouvé juste, concret, en même temps plein d'humilité et vraiment dans la conscience de ce qui est, de ce qui s'est passé pour vous. Et voilà, je voulais vous remercier que c'est un livre vraiment à découvrir. C'était lequel, oui, justement. Ah pardon, je suis émue, excusez-moi. L'histoire d'un homme ordinaire? Il me semble que c'est celui-là, excusez-moi. C'est le dernier livre, alors, l'histoire d'un homme ordinaire qui devint chaman celte? Voilà. Très exactement. bien, d'accord. Aux éditions Très Daniel. Exactement, merci, je suis désolée. Non, mais je vous en prie, Karine. Vous habitez où, Karine? Alors, moi j'habite Pau et là actuellement, je suis appelée depuis longtemps à venir à Rennes-les-Bains. Et je suis là à Rennes-les-Bains. Ah, vous êtes à Rennes-les-Bains. Ben écoutez, ouais. moi je vais y être pendant fin juin, début juillet, où pendant une semaine, je vais être avec des... Vous échangerez hors antenne, mais là on va essayer de parler à tout le monde. Hein. Excusez-moi. Mais... Mais... On pourra se rencontrer, voilà. Oui, alors Karine, vous dites que vous êtes chamane depuis longtemps? Alors, je suis chamane depuis... C'est un chemin de vie, un chemin personnel, en fait. Je me suis ouverte à des appels, à mes capacités, dans une famille qui n'était pas du tout là-dedans. Donc, j'ai pu trouver ma place, trouver ma légitimité, ce qui n'est pas évident du tout. Et aujourd'hui, depuis très peu, je fais avec mes ressentis et j'ose dire que je suis chamane. Et notamment en venant... alors moi j'accompagne, en fait, moi ce qui est important c'est la notion du corps et d'aller montrer à l'humain en fait que nous sommes des êtres terrestres, incarnés, liés aux éléments et que du coup, de mettre du sens et d'aller contacter ce que le corps nous dit pour pouvoir s'ajuster et peut-être voir différemment les aléas dans notre vie, les problématiques, etc., pour pouvoir en tirer quelque chose de beau et d'aller vers l'être véritable que l'on est, en fait, en sortant des jugements. Et donc j'accompagne en fait en faisant de la guidance en ce sens pour que la personne elle soit actrice de ses actes. Et dans un deuxième temps, je fais les soins au tambour chamanique, tambour et chant intuitif. D'accord. De quelle tradition vous êtes ? Alors, je suis très, très attirée. J'ai fait un voyage au Ladakh où j'ai été initiée par une chamane. Ça a été vraiment très fort. Et j'ai des visualisations vraiment vers la Mongolie. Très bien. Voilà. Oui, ce que on entend, si vous voulez, Karine, c'est que vous êtes sur le chemin et c'est bien déjà. Oui. Hein, et je crois que vous avez déjà bien avancé. Après, peut-être qu'on peut pas prétendre que vous êtes chamane au sens dont l'entend Patrick Daquet. C'est là où on voit encore une fois la différence qu'il y a entre la tradition et peut-être toutes ces personnes comme vous, Karine. Et c'est très bien, hein, parce que plus il y aura de gouttes dans l'océan, mieux ce sera. Oui. Vous avez déjà fait une bonne partie du chemin et sans doute que vous aidez beaucoup de gens à se retrouver en fait, hein, parce que finalement c'est ça qu'on entend en ce moment dans ce monde qui est en plein bouleversement, hein, que ce soit d'ailleurs l'Europe, d'autres continents également. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge et il y a beaucoup de gens qui sont très anxieux en ce moment. Et peut-être que ce retour, si je puis dire, à la nature permet de lever beaucoup d'anxiété. Le but c'est il n'y a pas de. Après, ce sont des mots qui moi du coup ancrent quelque chose en moi. Maintenant, je ne prétends rien en fait. Moi, je ne fais que transmettre quelque chose. Et après, ce que je suis, c'est ce que je transmets dans la réalité, dans le concret. Après, on peut se dire médium, on peut se dire chaman, on peut se dire... Bien sûr. Après, franchement, moi, je sais que là, je suis venue vraiment dans un lieu qui m'a appelée. Ça fait là, hier et aujourd'hui, j'étais à la Fontaine des Amours. J'ai ressenti énormément de choses. Et avec une vibration dans le cœur, vraiment quelque chose de très concret et en même temps dans le concret et dans l'invisible aussi. J'ai pris une photo, il y a eu un effet sur cette photo qui moi m'a touchée en plein cœur. Et hier et aujourd'hui, j'arrive dans ce lieu avec mon tambour, etc. Il y a un groupe de 15 femmes qui arrivent
Et là, je me suis mis à jouer du tambour et ça a été une reliance. On s'est toutes baignées dans la fontaine, etc. Et voilà. Et moi, je suis repartie avec mon tambour je suis obligée un petit peu de me faire l'avocat du diable, hein, Patrick Daquet. Il n'y a pas de diable chez vous, Brigitte. Si. Non, pas du tout. Si, moi j'aime beaucoup la carte du tarot, le diable. C'est une carte que je trouve très intéressante. C'est la carte de la sexualité quand même, le diable dans le tarot. Alors on va pas m'empêcher d'être un peu le diable. Bon, non, ce que je veux dire, Karine, de toute façon, d'abord la musique, on sait l'importance qu'elle peut avoir pour relier les gens. Donc, le tambour, c'est quand même c'est pas par hasard qu'on emmenait les hommes à la guerre sous le bruit du tambour, enfin avec la musique du tambour. Hein, c'était quelque chose qui galvanisait terriblement les troupes. C'est peut-être le côté négatif du tambour, mais c'est quand même une réalité, Patrick Daquet. Hein, depuis. Tout dépend de notre intention. Hein. Oui, bien sûr. Et en plus, quand on est 15 ensemble à écouter la même musique et à faire la même chose, évidemment que ça a un effet bénéfique. On sait à quel point, quand on est en groupe, l'énergie est meilleure, comment on se sent mieux, Si on est en syntonisation. Oui, bien sûr, mais là... Si on est en conflit, c'est moins bien. Non, mais là, on entend bien de ce que raconte Karine, c'est que c'était une réunion positive. Brigitte, je voudrais, excusez-moi, je voudrais dire quelque chose sur le lieu qu'elle cite, parce que ça va intéresser tous les auditeurs. Ce lieu est absolument exceptionnel dans le sens qu'il y a 2 exemples illustres. C'est que Jules Verne venait dans ce lieu sous un rocher qu'on appelle le Nautilus. Le nom d'ailleurs le fameux Nautilus, et il s'est inspiré dans ce lieu de l'écriture du Nautilus. Et il y en a encore aussi un écrivain illustre qui a été là, qui est venu dans ce lieu de la Fontaine aux Amours, là, sous la roche du Nautilus, où d'ailleurs il y a une salamandre qui est sculptée. Eh bien, c'est Victor Hugo qui s'est inspiré une partie de la légende des siècles a été écrite dans l'inspiration de ce lieu. C'est pour illustrer ce que vous disiez, Brigitte, c'est que ces êtres illustres, avec leur stylo, inspirés, ont écrit des chefs-d'œuvre. En fait, c'était des intermédiaires, puisque c'est un mot à la mode, on va dire que c'est une sorte de chaman, qui était l'intermédiaire entre le monde visible et invisible, et qui ont écrit des chefs-d'œuvre. Eh bien, ce lieu en fait partie. Donc, ce que nous disions à l'auditrice précédente, qui se promenait dans les bois aussi, c'est que les lieux sont importants. Mais bien sûr. Chez les Celtes, vous avez des lieux qu'on appelle des némétons, qui sont des lieux où se relient, où se rassemblent tous les différents peuples. Peuple des arbres, le peuple des différents peuples dans les mondes invisibles, les mondes visibles. Ce sont des lieux de rencontre. Et là, quand vous avez des lieux comme ça, il y en a partout en France, hein, vous pouvez avoir des inspirations, des guérisons, ce qu'on appelle miraculeuses, comme Jules Verne et Victor Hugo à la Fontaine aux Amours. Voilà. Merci Karine, en tout cas, merci beaucoup de cet échange. On fait une petite pause et on va revenir justement sur les soins au tambour avec Frédéric qui vient de nous appeler. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Patrick Daquet, un chaman qui nous parle donc de ce festival qui va avoir lieu du 1er au 4 mai, festival de chamanisme à côté de Reims. Vous trouvez toutes les infos sur le site festival-chamanisme.com. On revient justement au tambour avec vous, Frédéric. Merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte. Oui. Alors, moi c'est un témoignage que je voulais partager avec vous. Alors j'ai fabriqué un tambour chez du Gard, donc avec une chamane qui sont à 12 ans. Et j'ai fabriqué ce tambour avec elle, donc on a donné naissance, comme on dit. Et à chaque fois que j'ai du tambour, j'ai l'impression d'être ailleurs, d'être vraiment en déconnexion avec mes pensées, et vivre vraiment un instant en fait assez particulier où c'est une forme de méditation et où je me sens après, je joue quelques minutes, 15 à 20 minutes, et après ce rituel, c'est comme si en fait je me sentais apaisé et libéré en fait d'un trop plein d'énergie. Après, j'avoue aussi que je peux aller me coucher, je suis bien. Voilà, donc. Frédéric, je peux vous poser une question?
Oui, dites-moi. Quand vous jouez du tambour au bout d'un moment, est-ce que vous entendez un son qui n'est pas audible par quelqu'un d'autre? Une autre fréquence qu'on appelle le chant du tambour, qui va au-delà du son audible. J'ai pas. Alors, ça viendra alors. Perception. En revanche, je suis dans mon tambour. Alors, vous verrez, à un moment donné, à force de pratiquer, parce que c'est une pratique un peu comme le yoga, comme toute n'importe quelle posture, de jouer du tambour, je le dis à tous ceux qui m'écoutent, ça devient une pratique. C'est-à-dire qu'il faut le pratiquer souvent, et à force, et à un moment donné, il va se passer des choses étranges. C'est ce qu'on appelle le chant du tambour, qui est une fréquence, un son, qui n'est pas audible par les autres, uniquement par vous. Mais en quoi, Frédéric, qu'est-ce qui vous a donné envie de fabriquer d'abord ce tambour et de jouer du tambour? Ça vient. Quelle a été la racine, la petite graine, si je puis dire? Alors, je suis assez dans les énergies, je fais de l'habitation aussi, de pleine conscience, avec un groupe de personnes, et ça m'a amené en fait avec, je sais pas, alors ça m'a amené ou ça m'a appelé, ça c'est encore un mystère pour moi, c'est que après j'ai rencontré cette personne-là qui est chamane, et du coup elle fait des ateliers tambour. Régulièrement, et je lui ai proposé en fait en échange de travaux chez elle de fabriquer mon tambour, et donc je suis venu là comme ça. Je peux pas dire qu'il y a du hasard, parce que pour moi il n'y a pas de hasard dans cette intérêt. Il y a que des rendez-vous. Oui, voilà, tout à fait. Et donc ça m'a amené là, et pour moi ça a été quand même. Je suis pas du tout dans la culture chamanique. J'ai été baptisé, je suis en recherche quand même, de certaines valeurs et de bien-être. Mais ça m'a amené du coup à fabriquer ce tambour. Et pour moi c'est quand même. Ça a été un choc, je peux dire ça. C'est bien sûr un bon choc. Ça m'a fait énormément de bien, quoi. Mais c'est vrai que le tambour, c'est un son qui j'ai presque envie de dire, qui nous pénètre à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Patrick Daquier? Pourquoi justement plus que d'autres? Ce sont des fréquences, les sons. Oui. Et le tambour a une fréquence particulière. Surtout, cette fréquence va être générée par celui qui joue du tambour, celui qu'on ne voit pas autour. Enfin, c'est un lien, le tambour, entre le monde visible et invisible. Et si on se résume ça à des fréquences, ça nous met en résonance avec des fréquences qui sont les nôtres, mais avec d'autres fréquences. C'est pour ça que ça peut être amené à faire changer l'être de différents plans. Et ça, tout le monde peut jouer du tambour. Simplement, il faut le jouer en conscience. Le tambour traditionnel, enfin le tambour spirituel, n'a rien à voir avec le tambour pour faire danser. Cela dit, on peut danser au son d'un tambour et aussi vivre des extases. Mais le tambour spirituel, le tambour qu'on appelle le tambour de la médecine ou de la femme médecine, on appelle ça un tambour médecine, et c'est pas par hasard, parce que ça veut dire qu'il génère une guérison. C'est-à-dire sa fonction, l'intention qu'on met, c'est de générer une guérison, soit pour soi-même, et après pour d'autres, quand on est appelé à être amené à faire ce genre de travail, d'accompagnement. Ça fait combien de temps que vous jouez avec votre tambour, Frédéric? Alors ça fait à peu près 1 an et demi. D'accord. 1 an et demi m'accompagner. Et vous avez l'impression que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez mieux, c'est ça? Ah oui, complètement. Au niveau de l'énergie, j'ai pu pratiquer aussi 3 soins au tambour. Oui. Donc je me suis lancé là-dedans, et ça d'après les personnes qui m'ont demandé de l'aide, ça a fonctionné. Et pour moi, c'est une puissance que je peux pas décrire en fait. Déjà dans l'intention, comme disait votre invité, c'est que mon intention elle est pure, et du coup je suis, comme je disais, je suis dans mon tambour, et ce qui fait que ça vient du cœur, et c'est réceptif par rapport à la personne qui accueille, quoi. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont néophytes, je souhaiterais rajouter quelque chose, si vous le permettez, Frédéric. C'est que ce tambour, le tambour de celui qui va le jouer en conscience, il va être fabriqué par lui. Ce tambour, déjà la peau, il va se brancher avec l'animal qui a été tué, soit dans la chasse, soit d'une manière industrielle. Il faut qu'il ait l'accord que ça vibre positivement
que l'esprit de l'animal vibre doucement et se laisse... Excusez-moi, mais on part un peu dans des choses qui vont peut-être échapper à beaucoup d'entre nous. Oui. Ce qui est quand même intéressant à comprendre, c'est que vous parlez beaucoup de vibrations, Patrick Daquet, et en effet, le tambour, c'est une vibration qui est... Moi, je pense par exemple aussi au bol tibétain, c'est des vibrations qui sont quand même très particulières, et c'est ça sans doute ce qui fait résonance avec le corps. Absolument. Toutes les vibrations, ondulations, on revient à la même chose. Et tout en résonance. Donc quand on joue le son du tambour, pour soi-même déjà, il l'a dit lui-même Frédéric, ça lui amène un bien-être, des changements de fréquence. Et pour les autres, quand on a fait un certain itinéraire, on peut, avec le tambour, les aider à eux-mêmes à se guérir de fréquences négatives. Voilà. C'est tout un programme. Frédéric, est-ce qu'on peut prêter son tambour ? Alors moi, je peux le prêter, mais pas à n'importe qui. Voilà. Je pose la question déjà. Je me mets en connexion avec mon tambour parce que, comme a dit Patrick, après. Mais peut-être qu'il faut pas le prêter d'ailleurs. Hein. Moi, c'était une question, mais Patrick... Moi, je le prête jamais, sauf exception. Voilà, c'est ça. J'aime bien Freud qui est dans un autre domaine, comme chacun le sait. Et Freud disait toujours, nous sommes tous des névrosés. Mais il y a un niveau acceptable de névrose. Eh bien, je dis, la parole d'un chaman, nous ne devons jamais prêter notre tambour, sauf exception. C'est de l'humour. On est dans la même fréquence. Voilà. Oui. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette émission qui me parle beaucoup et qui j'espère, en fait, va amener certaines personnes à franchir le pas d'utiliser ou d'être un porteur de tambour, comme on dit, parce que ce n'est pas rien et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a changé complètement ma vision et mon bien-être par rapport à cet instrument-là. Merci de ce témoignage, mais pour que tout le monde comprenne bien, observez les tout jeunes enfants. Comment ils vont avoir envie, avec un bâton ou une baguette, comment Exactement. ils vont avoir envie de taper sur le sol ou sur la table ou sur... tous les enfants ont cet instinct-là, j'ai presque envie d'utiliser le mot instinct. Hein. Comme quoi ça montre bien que dans le chamanisme, il y a quelque chose j'ai envie de dire, d'universel et peut-être de tellement ancien. Ça a l'air de vous plaire ce que je viens de dire. Oui, merci Brigitte. Encore une fois, vous ramenez ça aux choses simples. C'est qu'en fait, finalement, c'est naturel. C'est une pratique naturelle. Les enfants frappent naturellement sur les choses. Nous-mêmes, quand nous étions adolescents, on a tendance, on crée des sons. Hein, et c'est naturel, c'est simple. Finalement, les pratiques ancestrales, moi, ce qui m'a touché il y a 40 ans, c'est que c'est une voie vers la simplicité, l'ordinarité. Donc il faut plutôt offrir des petits tambours à nos enfants que des trottinettes, hein. Ce serait mieux. Ah oui, alors il y a des parents qui vont hésiter dans leurs appartements parce qu'il y a des voisins, mais faites-le quand même. C'est vrai, mais faites-le quand même et faites jouer vos enfants justement dans des lieux où ça va déranger personne et pourquoi pas dans une forêt, dans un bois. Vous avez des enfants, Frédéric ? Oui, j'ai deux enfants, une garçon et une fille, oui. Est-ce qu'ils jouent du tambour ? Alors, non, ils jouent pas de tambour. Non, pourtant, ils m'ont jamais posé la question de, ils sont grands, il y a 21 ans et 17 ans. Ah bah oui, oui. Non, voilà. Donc, ils ont autre chose à penser. Et vous leur jouez du tambour à vos enfants ? Oui, ça m'arrive de jouer à leur présence, oui. Ça doit être un moment... Ça leur plaît ? Et si je voulais, oui, ça leur plaît, oui. Bon. Et si je voulais rajouter quelque chose Bien par sûr, rapport au tambour et aux enfants, c'est que lors de manifestations, on a pu, en fait, avec un groupe, jouer du tambour. Et je peux vous assurer que les gens, en fait, sont très attirés. Il y en a qui partent parce que ça les dérange vibratoirement, mais dans les cas les plus fréquents que j'ai vus, en fait, les gens aiment écouter le tambour. Frédéric, je peux vous donner un témoignage de multiples parce que moi je fais beaucoup de transmissions, je transmets à beaucoup de groupes et je leur dis, il y en a qui voyagent beaucoup par le train et je leur dis toujours de cacher un peu leur tambour parce que si vous êtes avec un tambour dans un train, tout le monde, plein de gens vont venir vous voir. Le tambour, c'est magique, c'est un lieu de rencontre. Alors, l'inconvénient, c'est qu'ils ont envie de le toucher et tout. Donc, on voit que c'est vraiment un instinct primaire. Alors, je leur dis, habillez votre tambour, mettez-le dans du tissu, cachez-le, mais par contre, si vous voulez créer des contacts dans l'anonyme, baladez-vous un tambour, vous allez voir, tous les gens vont venir vous faire des sourires. C'est un lieu...
Le tambour est un intermédiaire dans le contact humain et dans le contact de l'invisible. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Frédéric, d'avoir témoigné. Ça nous a permis d'aborder aussi un élément important du chamanisme, le tambour. On va faire une petite pause et puis on se retrouve évidemment après les infos. Si vous avez envie de poser des questions, de témoigner, vous pouvez nous rejoindre 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci de donner la parole, et vous êtes une radio engagée. L'information est pertinente. Sud Radio, parlons vrai. Oui. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, je vous invite aujourd'hui à découvrir le chamanisme, puisque nous sommes avec Patrick Daquet, un véritable chaman. Vous avez écrit de plusieurs livres, d'ailleurs, qui racontent votre parcours, un parcours assez étonnant, puisque au départ, vous étiez homme d'affaires, rien ne vous amenait à devenir chaman. Alors, ça a des avantages, puis ça a des inconvénients, parce que vous pouvez plus, par exemple, manger n'importe quoi. Non, Brigitte, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, on peut manger ce que l'on veut. Vous m'avez dit que vous pouviez plus manger. Oui, mais ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour un autre médecine, par exemple. Non, mais je parle de vous là. Ah oui, moi. Mais c'est ma voix, quoi. C'est votre voix. On n'est pas obligé de. Moi, je suis végétarien, mais la majorité des hommes médecine dans le monde mangent de la viande. Mais je parlais pas de la majorité, je parlais de vous, de votre parcours. Oui. Ah, très bien. Et vous êtes donc vous organisez ce festival de chamanisme du 1er au 4 mai près de Reims, 15e festival international des traditions et spiritualités ancestrales. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site festival-chamanisme.com. On retrouve Edith maintenant qui s'intéresse également au chamanisme et qui a peut-être envie de poser des questions. Bonjour Edith. Bonjour. Bonjour Edith. Merci de me recevoir. Je suis ravie de rencontrer Monsieur Daquet. Appelez-moi Patrick, Edith. Patrick. Vous habitez où, Edith ? En Gironde. Ah, il y a beaucoup du sud-ouest qui vous appellent. Eh oui. Alors, on vient de parler du tambour, d'ailleurs, ça a dû vous plaire, Edith ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et après, moi je suis très sensible au son, aux fréquences, au chant. Voilà, j'ai découvert ça lors d'un stage de yoga avec les mantras. Ça a été vraiment une révélation, toutes ces vibrations que j'ai reçues. Alors je précise, les mantras, ce sont des mots qu'on répète, avec des vibrations qui sont très, qui sont d'ailleurs pas tout à fait par hasard. Et c'est vrai que ça résonne. Il y a comme une caisse de résonance finalement. Le corps, c'est une boîte de résonance en fait. D'ailleurs, les hommes médecine ou les femmes médecine, quand elles sont en état de communication avec le monde invisible, quand elles chantent, c'est souvent des voix particulières qui ne correspondent pas nécessairement à l'esthétique de ce qu'on appellerait bien chanter. Et pourtant, c'est parfait. Ah oui, tout à fait. Les chants dits traditionnels viennent toucher notre âme, nos cœurs et notre corps. Le chant est une médecine. Tout à fait. Quand l'homme et la femme médecine sont habités, ils vont chanter la guérison de la personne. Et j'ai une amie qui est chamane, et un jour elle nous a fait un peu de tambour avec le chant. Oh, je la reconnaissais pas du tout. J'ai dit là, c'est fort, c'est puissant, c'est magique. Il y a ça, les fréquences aussi, le bol tibétain, donc il y a différentes grosseurs, donc ça ne va pas. Oui, les bols tibétains, c'est vraiment très bien, parce qu'on part vraiment du aigu au grave ou du grave au aigu, qu'importe, mais c'est vrai que c'est très très intéressant. Vous qui aimez cela, vous me permettez, Brigitte, de lui donner un conseil précis ? Mais bien sûr. Alors voilà ce que je vous propose, et ça va intéresser les auditeurs. Baladez-vous dans la forêt, allongez-vous, mettez-vous contre l'arbre, debout ou assise, que vous ayez un contact avec l'arbre, et surtout de face, plutôt avec les mains dessus. Et vous allez faire un son en partant d'un son très très grave et monter un son très très aigu. Et il y a un moment donné, vous allez vous bloquer à un son, vous serez sur la fréquence de l'arbre. Ça s'appelle le chant de l'arbre.
Tout le monde peut essayer. Vous allez être émerveillé. Alors, ceux qui chantent mal, allez-y, vous verrez que vous allez bien chanter. Vous partez dans le grave, les racines, et vous montez. Et vous allez, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Vous resterez sur une fréquence de son. C'est la médecine de l'arbre. Ah, super. Concret, ça. Hein. Mais les arbres ont un pouvoir extraordinaire. Oui, ils ont une fréquence vibratoire. Ah, ça va me faire du bien parce que j'arrive pas à communiquer comme il faut avec. Et ça y est, vous avez la solution. Ah, d'accord, j'ai la solution, super. Et je voulais dire aussi, donc j'ai fait de la danse africaine. Alors, donc, c'était avec des percussionnistes. Oui. Et selon la caisse, si c'était un djembé aigu, moyen, grave, ou des dooms, des trucs comme ça, je n'ai pas du tout le même ressenti. Et il y avait certains percussionnistes où alors je rentrais en transe, là, moi, je m'envolais. Il faut savoir qu'en Afrique, on appelle ça un maître tambour, celui qui justement a l'art de la maîtrise du tambour sacré, et lui aussi est en correspondance avec les plans vibratoires de l'invisible. On l'appelle le maître tambour. Vous avez ça dans toute l'Afrique. Donc c'est aussi une guérison qui passe à travers le tambour. Mais c'est pas n'importe quel tambour et n'importe quel percussionniste de tambour. C'est vraiment un peu, chez les Celtes, on appelle ça un barde. C'est-à-dire qu'il maîtrise par le son et le chant. Lui, il maîtrise par le tambour sacré, voilà. Mais en Afrique, le tambour est un instrument qui est très très utilisé. Tout à fait. D'ailleurs, au festival, nous avons un maître tambour célèbre qui vient du Congo, et nous avons un maître danseur qui s'appelle Elima Nkambo, qui vient aussi du Congo. Et je voudrais dire que tous ces sons, ces vibrations sont thérapeutiques. Tout à fait. Mais nous sommes nous les humains, de la vibration et de l'ondulation. Donc quand on n'est pas bien, on est désharmonisé. Et donc les sons extérieurs, quand ils sont faits par des personnes compétentes, permettent de réharmoniser. L'être humain en désharmonisation, oui, j'ai pas d'autre mot. Déséquilibre. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, le bruit, et là je parle du bruit, je parle pas du tambour, je parle du bruit, il est très toxique quand on est dans des endroits, par exemple, très très bruyants. Brigitte, oui. On peut être on peut se sentir pas bien du tout, donc le bruit, c'est pas n'importe quoi, donc forcément des bruits, des musiques qui sont dans des vibrations qui sont positives nous font du bien, puisque le bruit nous fait du mal. Ça va pas faire plaisir aux petits-enfants, mais ceux qui écoutent du métal, ça déglingue complètement les corps subtils. Musique de métal. Alors ils font des signes bizarres et tout. Alors je sais qu'il y a des jeunes qui sont passionnés de ça, il y a beaucoup de monde, en Bretagne, chez nous, à Nantes, il y a le grand festival, mais ça déglingue les corps subtils. Oui, j'entends ce que vous dites et je pense que tout le monde l'entend bien, mais parfois on a besoin de quelque chose qui soit plutôt négatif pour sortir de soi des choses négatives. Donc c'est peut-être à un moment donné, surtout au moment de l'adolescence, on a du mal de vivre, on a peut-être et peut-être que ça aide à passer ce cap et que finalement c'est très bien. Dans la tradition celte, c'est exactement cela. Brigitte, encore une fois, vous êtes tellement juste. Non, mais il y a une cérémonie qui s'appelle de passer du chaos à l'ordre. C'est-à-dire qu'on part sur des sons de tambour complètement désharmonieux, violents. La personne donc rentre dans une sorte de déséquilibre en dansant, et petit à petit, la musique revient dans l'ordre et remet de l'ordre, et c'est passer du chaos à l'ordre. Donc c'est une cérémonie, un rituel de passage. Et je vais prendre un autre exemple. Le problème de nos jeunes, excusez-moi, c'est que quand ils sont dans ces choses-là, ils n'ont pas nécessairement derrière la remise en équilibre. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Oui. Non, mais c'est un peu comme les films d'horreur. Moi, quand j'étais très jeune, j'adorais regarder des films d'horreur. Aujourd'hui, je ne peux plus. Mais j'en avais besoin et ça m'a certainement aidé à dépasser des... C'est vrai, Brigitte. Donc c'est important aussi de toujours comprendre que le négatif, parfois, permet d'évacuer peut-être des zones pas très belles chez nous. En tout cas, c'est Ordo Abkao. Merci Edith, en tout cas, merci beaucoup. Edith. Et puis bon rendez-vous avec les arbres prochainement. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, vous allez voir, et nos auditeurs et auditrices, essayez-le, allez chanter l'arbre qui est dans vos bras. Allez, on fait une petite pause, Patrick Daquet, et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Daquet est avec nous pour nous présenter ce 15e festival chamanisme près de Reims. Et on continue avec vous, bien sûr. Et c'est Marie qui est là. Bonjour Marie. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick et bonjour aux auditeurs. Bonjour Marie. Moi j'avais envie d'intervenir parce que à la base moi je suis travailleur social et les pratiques chamaniques sont apparues depuis, je vais dire beaucoup plus depuis une dizaine d'années et c'est quelque chose que vers lesquels j'ai été attirée et donc j'ai participé à certaines pratiques et je peux voir de mon point de vue que on peut y trouver, comme vous l'avez dit, un peu tout et n'importe quoi. Et oui. Et c'est pour ça que parfois c'est difficile de s'y retrouver. Parce que parfois, en tout cas, moi, ce que je peux percevoir, c'est que certaines personnes vont faire juste un week-end de pratique et puis ils vont se nommer chaman. Se proclamer chaman. Mais merci de votre témoignage parce que c'est important aussi de mettre les choses à leur bonne place. Et j'irais même jusqu'à dire que certaines pratiques chamaniques qui seraient mal pratiquées justement peuvent faire décompenser des gens, je crois. Donc c'est ça aussi qu'il faut dire. Puis Brigitte, excusez-moi, mais il y en a qui sont en prison aussi. Il y a eu des manipulateurs, des pervers manipulateurs. Oui, bien sûr, je ne citerai pas de nom, mais il y en a 2 qui sont en prison par des attitudes. On est bien d'accord. Attendez, on va redonner la parole à Marie. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, Marie. C'était aussi pour dire que parfois, quand on est en souffrance, on est prêt à boire de la terre pour aller bien, en fait. Donc c'est justement dans ces moments-là où c'est difficile pour la personne qui est en souffrance de garder son libre arbitre et les pieds sur terre. Vous êtes travailleur social, donc vous savez de quoi vous parlez. Il y a des gens qui vont vraiment mal et qui peuvent être happés par des personnes qui ne sont absolument pas chamanes et qui vont. Et c'est moi ce qui m'inquiète aussi toujours. C'est pour ça que je suis très prudente sur. Je sais, Patrick Daquet, j'ai totalement confiance en vous. C'est pas du tout pour vous que je dis ça, mais je suis toujours très prudente parce que des mauvaises pratiques chamaniques ou entre guillemets spirituelles ou même le tantra, etc. Sur des personnes fragiles, ça peut vraiment les faire passer schizophrènes, osons le dire. Marie, j'insiste. Si les gens qui veulent s'intéresser à ces pratiques dites chamaniques, ces traditions ancestrales, renseignez-vous si la personne a été solidement initiée dans une tradition reconnue et ancienne. Et pas ceux qui ont fait un voyage de 8 jours au Pérou. Non, je parle de gens. Dans la tradition celtique, par exemple, dans les anciennes, il y a bien longtemps, c'était plus de 20 ans d'initiation. Alors, aujourd'hui, c'est plus 20 ans, mais nous avons nos propres lignées, par exemple, dans les traditions celtiques, où le mot chaman n'existait pas. Le mot chaman vient de Sibérie. Nous, le nom en Bretagne, c'était, encore dans le Léon, c'était Dervaux, ça veut dire chêne. Voilà, ça désignait l'homme médecine, si vous voulez, avec des mots d'aujourd'hui, qui était capable de communiquer avec d'autres plans vibratoires et qui plus est était porteur de la sagesse du clan et il était reconnu par la communauté. Mais comment vous expliquez que c'est très à la mode aujourd'hui, Patrick Daquet ? J'y ai participé et je suis un peu débordé par ce phénomène puisqu'il y a plus de 35 ans, je peux vous dire, il n'y en avait pas beaucoup qui s'appelaient chaman. Non, c'est vrai, ça fait... Et donc j'ai écrit des bouquins, je suis un des pionniers et quand je vois ce que c'est devenu, je me dis que il faut accepter aussi qu'il y ait Alors, il y a plein de gens, plein de bonne volonté qui se disent chamans, mais qui ne sont pas négatifs. Simplement, ils savent pas comment se définir. Ce sont des gens sensibles, qui sentent les choses. Avant, ils seraient définis comme guérisseurs ou comme Chanel. Alors aujourd'hui, tout le monde dit chaman parce que les gens ne savent pas se définir. Mais sachez que la frontière entre ce qui n'est pas un chaman et ce qui est un chaman, c'est celui qui a été initié dans une longue tradition d'une manière horizontale à travers les humains et pas pendant 2 voyages ou 6 mois. C'est une nécessité absolue d'avoir quelqu'un qui a un pédigré, qui a une histoire. Alors évidemment, l'initiation verticale, c'est-à-dire être capable de ressentir, c'est la base des choses. Mais ça suffit pas. Voilà.
Oui, Marie, vous voulez... Justement, ce que je voulais aussi dire, c'est que moi, aujourd'hui, je ne veux pas singer une culture, donc dans ma pratique chamanique, je me suis appelée Marie qui éclaire et qui éclaircit de chez Je m'équilibre. Oui, c'est joli en tout cas. Pour justement, par respect en fait par ces peuples autochtones, ou ne pas m'auto-proclamer de quelque chose qui ne m'appartient pas. Marie, moi, c'est très juste. Oui. C'était vraiment essentiel. Aujourd'hui, j'accompagne des hommes et des femmes à donner naissance à leur tambour, médecine. Par contre, là aussi, c'est pareil. Je leur explique que c'est pas un jeu le tambour, et parce que ça aussi c'est pareil. Dans mon parcours initiatique, j'ai pu voir des personnes qui faisaient des voyages au tambour chamanique et qui n'ont en tout cas pour le retour, la personne, elle n'était pas forcément bien revenue. Elle était encore dans un ailleurs, quoi. Donc pour moi aujourd'hui, je suis ravie que vous partagiez cet espace-là pour permettre à des gens vraiment d'aller chercher des personnes qui effectivement ont les pieds vraiment bien sur terre. Parce que bien c'est ancré. ça, quand tu as les pieds bien ancré, là tu peux accompagner un socle solide, là tu peux accompagner la personne à partir et à revenir. Alors je rajouterais moi que nous avons aussi nos propres traditions, les peuples autochtones, nous sommes un peuple autochtone. On l'a oublié, mais nous avons nos propres traditions. Alors évidemment elles se sont un peu dissoutes parce que les religions sont passées par là, mais par exemple moi je démarre une initiation des 3 cercles celtiques fin mai, et voilà, on retrouve nos traditions, nos lignées. Et il y a, voilà, ces 3 années avec, enfin bon, bref. En tout cas, il y a des gens qui sont compétents pour le faire en Europe. Il y a des gens compétents. D'ailleurs, au festival, il y a des représentants de différents pays. Il y a la Lituanie, il y a la Finlande. Enfin, je vais pas dire tous les pays, je me rappelle pas d'ailleurs. Enfin, il y a plein de pays d'Europe qui sont représentés. Il y a des traditions dites ancestrales en Europe aussi. C'est pas la peine d'aller les chercher nécessairement au Pérou, au Brésil, en Amérique du Nord ou en Asie. Vous comprenez cela ? Nous devons retrouver nos propres racines. D'ailleurs, j'avais aimé un livre, et je conclurai là-dessus. J'ai adoré un livre il y a bien longtemps, c'était l'Alchimiste de Paulo Coelho. Oui, absolument. Il a fait le tour du monde pour s'apercevoir qu'il avait tout sous ses pieds. Il a fallu qu'il fasse le voyage de compagnon pour s'apercevoir que tout était dans ses propres racines. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'on peut, grâce à certaines pratiques, on a beaucoup parlé du tambour depuis 14 heures, mais oui. on peut se recentrer dans son corps, parce qu'au fond, moi je crois que ceux qui m'écoutent le savent, je suis très je crois que le corps vraiment ça nous permet de retrouver nos racines. On est parfois un petit peu trop, et c'est pas l'intelligence artificielle qui va nous aider à rentrer dans notre corps, hein. En tout cas, merci de ce beau témoignage qui émet aussi de la prudence. Et il faut savoir à qui on délègue ses... Alors, il y a un enseignement qui est très universel dans les pratiques ancestrales traditionnelles, c'est ne jamais déléguer ses pouvoirs personnels ni l'excellence à quiconque qu'à soi-même. Et si on délègue, si on fait un transfert d'excellence sur quelqu'un d'autre, on devient vulnérable, et c'est là que la manipulation commence. Donc, un vrai homme médecine, s'il voit qu'on transfère sur lui l'excellence, va faire des gros mots, va péter, va faire des blagues, va faire tout pour que la personne ne transfère pas cette excellence et qu'elle reprenne sa souveraineté. Donc, si vous êtes face à un gourou chaman, c'est pas un vrai chaman ? Non. On est bien d'accord. Non. Ça n'existe pas, les gourous, dans les pratiques chamaniques. Évidemment. Merci Marie, en tout cas. Merci Marie. Merci beaucoup. On se retrouve avec notre sexo-conseil. On va parler du désir. Avec Philippe Arlin, demain nous parlons de la différence entre pulsion sexuelle et désir sexuel. Vous souhaitez participer à l'émission ? Notre standard vous attend au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil.
Alors, en sexo conseil, Patrick Daquet, je vais vous parler d'une étude sur le désir qui a été faite. Et les études sur le désir démontrent que plus on a du désir sexuel, plus on a de fantasmes. Alors ça, c'est intéressant parce que ça inverse un peu ce que disent de nombreux sexothérapeutes qui disent développer vos fantasmes pour avoir du désir. En fait, c'est le contraire. Ce serait plutôt le désir qui fait qu'on a des fantasmes. Alors ensuite, on va continuer à essayer d'avancer. De quoi dépend notre libido, qui est donc un peu notre moteur de désir. Et là, on découvre qu'elle va dépendre de l'éducation, de notre environnement, à peu près pour 30%, mais qu'il y a aussi une part héréditaire. Alors, je sais pas, mais il semblerait que des parents qui sont plutôt sensuels auront des enfants qui auront une libido plus riche. Et de même, se passer de sexualité, ça diminue notre appétit sexuel, mais ça, je crois que tout le monde le sait. Moins on fait l'amour, moins on a envie. Et puis, on découvre aussi dans cette étude que les trans ont généralement un désir assez faible. Alors, tout ça, je dirais que ça m'a pas appris grand-chose, mais en tout cas, ce qui est intéressant déjà, c'est de dire que le meilleur moyen de maintenir son désir, c'est de faire l'amour régulièrement. C'est un peu comme la faim. Si on fait des jeûnes sans arrêt, on va avoir de moins en moins faim. Alors quelques ingrédients qui vous permettent d'entretenir le désir. Donc je vous propose plusieurs choses. À vous de choisir qui semble à votre portée. Alors il y a déjà développer son énergie. C'est vrai qu'après une journée harassante, ça va être difficile d'avoir du désir. Donc prenez plutôt, n'essayez pas d'avoir une relation sexuelle si vous avez eu une journée très 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 compliquée, très difficile. L'ambiance entre vous, le décor aussi, pas de désir après un conflit non résolu. On fait mieux l'amour dans un lieu accueillant et sécurisant. Tout ce qui pourrait y avoir, les enfants à côté, des gens, les parents ou du bruit, c'est pas bon pour le désir. De la séduction, se séduire, mais aussi se sentir séduisant. C'est pour ça que quand on n'aime pas son corps, ça tue le désir. Ça aussi, on le sait. La sensualité, à laquelle j'ajouterais de l'imagination et peut-être aussi la surprise, l'imprévu. Bref, sortir de l'habitude. Bon, tout ça, on en parle tout le temps dans cette émission, mais c'est intéressant moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette étude, c'est que c'est le désir qui provoque les fantasmes et non pas le contraire. Et ça, c'est quand même ça m'a assez surprise et c'est assez nouveau. Vous voulez ajouter quelque chose ? Vous voulez qu'on parle du diable ? C'est un private joke entre nous. Non, je souhaiterais prendre comme exemple des sociétés matriarcales traditionnelles. Oui. Et c'est intéressant. Je pense au Nukak de Colombie amazonienne, qui est un des derniers peuples qui vivait en dehors de toute communication avec avec le monde occidental. Ils ont été découverts en 1985. Et j'étais très proche du réalisateur qui a fait le film anthropologique sur eux. Mm-hmm. Donc il les a connus dans une brute de béton, si on peut dire. Et c'était étonnant de voir que la sexualité dans ces peuples-là était menée, dirigée, organisée par les femmes. Et que c'est le féminin qui avait l'initiative dans cette communauté de la sexualité. Alors, comment ça se passait ? Alors, lui, il me disait que, moi je l'ai pas vu, mais il me racontait que c'était très surprenant de voir que quand la nuit tombait, les femmes, vous voyez des femmes qui sortaient de leur case. Il y a la maison familiale dont les femmes sont gardiennes. Et elles allaient chercher un homme, quand elles avaient envie, et c'est elles qui menaient la ronde. Mais gars, lui, il avait qu'une chose à faire, c'est partir à la chasse le lendemain, et le reste, c'est elle qui dirigeait tout. Mais ça me surprend pas tant que ça, parce que je viens de parler de sensualité. La sensualité, c'est plus féminin que masculin. Le masculin est plus dans la pulsion. Donc là, si les femmes sont très libres, elles ont recours à leur sensualité, et elles peuvent tout à fait aller chercher un homme pour se satisfaire. Oui. Alors, ce qui ne veut pas dire que, me disait-il, lui était le témoin privilégié, anthropologue, ça ne veut pas dire qu'elle ne pouvait pas avoir une sexualité continuelle avec un même homme. Mais l'homme n'habitait pas dans la case familiale. Comme ça, il se retrouve juste pour faire l'amour. Voilà. Et ça pouvait être aussi une liaison très amoureuse, mais elle pouvait aussi avoir un soir aller chercher un autre.
D'accord. Et que ça posait pas de problème, et que c'est elle, comme vous l'avez dit, qui était la meneuse dans la sensualité, quoi, dans leur relation au corps. On revient avec Christophe qui ne croit pas du tout au chamanisme. Et merci de réagir, ça va permettre de débattre avec. Bonjour Christophe. Bonjour Patrick, bonjour Brigitte. Juste pour finir ce que vous disiez là sur les sociétés matriarcales dont je suis moi assez adepte. Dans nos sociétés, quand même, et par expérience et ma longue expérience, ce sont quand même les femmes qui décident, même si c'est pas avéré, quoi. C'est-à-dire, quand une femme a envie, elle a envie, quoi. Quel âge avez-vous, longue expérience? Moi, j'ai 61 ans. Oh, bah, vous êtes jeune. Oui, mais bon, longue expérience. J'ai vécu avec plusieurs femmes, c'est plus de différentes, au moins 12, j'ai eu beaucoup de maîtresses, bref. J'ai côtoyé les femmes sur toutes leurs coutures, on va dire. Et c'est vrai que quand une femme a envie, c'est difficile de l'arrêter. Oui, mais le problème... Et moi, je l'ai compris, ça fait longtemps, donc je laisse faire. Oui, bien sûr, à condition qu'elle ne soit pas inhibée par leur culture ou des abus sexuels dans l'enfance, etc. Ah oui, oui. On est d'accord. Mais ça, c'est la correction. Je parle dans un fonctionnement, on va dire, entre guillemets, un fonctionnement... naturel, on va dire. Naturel, voilà, parce que je ne veux pas dire le mot normal. C'est pour ça que je me suis permise d'ajouter ça, pour que tout le monde comprenne bien que s'il y a des femmes qui ne le... c'est peut-être parce qu'il y a eu parce qu'il y a des éléments qui ont bloqué leur sensualité naturelle. Alors, pour revenir au sujet, Christophe. Moi, je ne crois en rien. Je suis athée complet. Alors, les religions, tout ça, il faut pas m'en parler. Tout ce qui peut être autour de ça, tout ce qui est bon. Et le chamanisme, si vous voulez, moi, je suis hypersensible comme garçon. Je peins, je suis musicien aussi depuis 30 ans, c'est mon métier. Donc, les vibrations, le son, ça, je connais. Et on m'a souvent dit que je devrais travailler sur ça parce que je pourrais éventuellement devenir chaman. Moi, je ne crois pas à tout ça, la relation aux esprits, la relation à... Voilà, on me dit que quand je peins, il y a des vieilles mémoires dans mes peintures, et tout ça. Moi, je suis quelqu'un du présent, du réel, en fait. Voilà. Alors je souhaiterais... Ça peut faire du bien, hein, ça peut faire du bien aux gens, mais pour revenir à l'auditrice, je crois que c'était Marie, qui disait... sur des personnes qui... Alors j'essaie d'aller vite. Hein, non, prenez votre temps, Christophe. Sur des personnes qui peuvent être... Alors je sais les mots, il faut faire attention aux mots. Donc on va dire un peu vulnérable parfois, et qui cherchent à avoir une solution à des problèmes. Eh bien, on se raccroche à des choses et souvent on peut tomber sur des malfaisants. J'ai vécu ça avec ma voisine qui a rencontré un pseudo-chaman. Ouais. Et il lui est rentré dans la tête, il lui est rentré dans l'appartement et il l'a dépouillé. Mais au niveau argent, quoi. Oui, bien sûr, mais ça... Et nous, on avait beau lui dire de faire attention, on le voyait, on s'en rendait compte, mais elle a plongé, quoi. Elle était dans une période difficile, elle est toujours là, c'est toujours ma voisine. Et bon, ça en est sorti, mais avec pertes et fracas, hein. Donc il y a toujours, effectivement, des gens mal intentionnés qui peuvent profiter d'un mot, le mot chaman. Voilà, moi aussi je peux dire je suis chaman, je parle avec les esprits, parce que je suis comédien, acteur, truc machin, et puis je peux raconter des conneries, quoi. Et puis les faire croire aux gens. Et c'est là que quand on est face à un manipulateur ou un pervers, eh bien, ça peut faire très mal, quoi. Écoutez, je voudrais aller dans votre sens. Je trouve déjà que vous êtes quelqu'un qui est déjà de l'avance sur la majorité. Parce que vous ne croyez en rien. Et c'est la voie royale. Arrêtez de croire, vous deviendrez moins vulnérable. Et expérimentez. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous expérimentez par votre peinture, par votre créativité, par votre ressenti. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez, pas ce que vous croyez. La croyance, c'est déjà une manière de prendre de l'emprise sur vous. Croyance en des systèmes, croyance. Les pratiques traditionnelles, justement, il n'y a pas de croyance. C'est qu'on expérimente la relation avec les différentes vibrations, énergies. Vous-même, vous êtes artiste, donc vous ressentez. Il n'y a rien à redire, c'est la voie royale. Par contre, tous ces malfaisants, eh bien, il y en a on voit bien tous les scandales qu'il y a avec les prêtres. On voit bien les scandales avec les politiques. On voit bien les scandales avec les avocats. Il y en a partout.
il faut savoir que tout le monde n'est pas comme ça. Écoutez, excusez-moi, je reprends un peu la parole, Christophe, Patrick Daquet. Oui. Sauf que vous êtes peut-être tous les deux suffisamment alignés, on va dire, pour prendre un mot un peu que vous comprenez bien, Patrick Daquet. Malheureusement, il y a énormément de gens qui vont pas bien, qui ont beaucoup de peur, et donc ils sont prêts en effet à se raccrocher à une personne qui va leur faire croire, le mot croire évidemment. Donc il faut être un petit peu indulgent. En revanche, ce qui est compliqué, et Christophe vous l'avez bien dit, c'est que quand ces personnes-là tout d'un coup croient très fort en quelqu'un qui leur annonce des merveilles, c'est même plus la peine, on n'arrive même plus à leur ouvrir les yeux. Ici, dans ce même studio, il y a Jean-Charles Bouchou qui est venu, qui a écrit un livre sur les manipulateurs pervers. Je crois, il y a des manipulateurs pervers dans tous les domaines, donc il faut être extrêmement prudent. Et vous avez eu raison avec votre voisine de la mettre en garde, de la soutenir quand quelqu'un en faiblesse est très vulnérable. Sauf que ça n'a servi à rien. Non. Ça n'a servi à rien parce qu'elle était en croyance. Et moi, je combats les croyances. Alors, je combats. Attention, il faut mettre des guillemets quand même sur tout ce que je dis, parce que je ne suis pas quelqu'un qui détient la vérité, et loin de là. Donc moi je médite en permanence sur moi-même, sur qui je suis, sur une remise en question personnelle, et c'est souvent que je le fais. Donc ce que je dis, ce n'est pas la vérité non plus, c'est ce que je pense, et ça n'incombe que moi. Voilà. Non mais ce que vous dites est très aligné. Simplement, Brigitte souligne qu'effectivement, quand on est en état de faiblesse et qui ne l'a pas été dans sa vie, on est plus vulnérable que quand on est bien ancré, bien structuré et bien cadré. Qui n'a pas vécu des épreuves. Dans ces moments-là, on a besoin peut-être d'entourage, de conseils. Vous n'avez pas pu empêcher le drame, mais ça, on n'empêchera pas la condition humaine. Mais la voie royale, je répète, c'est de ne pas être dans la croyance en quoi que ce soit et d'expérimenter. Par exemple, le conseil que j'ai donné d'aller chanter le chant de l'arbre. Faites-le. Et voyez si c'est... Et vous allez voir que vous qui êtes sensible, c'est intéressant d'avoir la fréquence de l'arbre par votre propre chant. Moi, je fais des choses, peut-être, par exemple, je vais câliner des arbres, je fais des choses comme ça, mais c'est pas des choses que je rapproche à quelque chose. C'est moi qui le fais. Voilà. De toute façon, je vais chercher l'énergie moi, j'ai beaucoup de pierres chez moi, mais des pierres, pas des pierres précieuses, ni des pierres. Des pierres brutes. Des cailloux que je ramasse au fil de mes pérégrinations, et je ramasse des galets, des choses comme ça, j'en ai plein chez moi. Mais vous savez, Christophe, je crois que vous êtes assez proche de Patrick Daquet. Oui, complètement. Alors je me sens très fraternel avec cet homme-là. Mais écoutez, vous avez dit des choses qui m'ont touché, qui m'ont ému, mais qui m'ont ému au point d'avoir des larmes qui me montent, et je vous remercie quand je vous dis que je suis hypersensible, vous avez dit des choses tout à l'heure sur les croyances, tout ça, qui m'ont vraiment percuté, parce que c'est ce que je pense, quoi. Et ça me fait plaisir d'entendre ça de votre part, quoi. Non, mais simplement, le mot chaman est devenu comme le prêtre, comme tous les mots, on parlait de druide aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ont toujours besoin de mettre des titres, des trucs. J'espère qu'on va rentrer dans l'ère du Verseau pleinement, qui est l'ère de la conscience, où on arrêtera d'être dépendant de tout système. Mais les spiritualités sont de telles qu'il y a l'exotérisme je crois, et l'ésotérisme. Je voudrais juste dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'écoute et qui vont pas toujours très bien, et je pense c'est pour ça que je vous ai invité, Patrick Daquet, on a besoin de gens comme Christophe, comme vous, Patrick, les soutenir, qui sont des gens qui sont honnêtes et qui sont là pour guider, mais en effet, malheureusement, il y a aussi... parfois, il faut une mauvaise expérience, il faut se faire avoir pour comprendre et puis pour ouvrir les yeux. Il n'y a pas que dans le spirituel, dans la vie affective, la vie amoureuse, la vie professionnelle, partout. C'est le chemin de l'humanité. Et peut-être que votre voisine, ça aura été une épreuve qui lui aura été utile. Oui, elle va mieux maintenant, mais bon. Et comme disait Patrick, je suis Verseau moi-même, donc l'ère du Verseau, quoi. Je voudrais dire une chose, c'est que dans la tradition celtique, on fait un geste avec les mains qui fait comme une balance, et on dit qu'on honore la dualité, qui est la règle de l'incarnation, parce qu'elle nous permet, cette règle de la dualité,
de passer de l'ordre au chaos, du chaos à l'ordre. C'est le Tao. Et de rechercher en permanence l'harmonie et l'équilibre. Donc on ne peut pas y échapper. Au lieu de se plaindre, on honore cette dualité et on l'utilise pour guérir. C'est le taoïsme, c'est tout à fait la doctrine du taoïsme. Ah, les Tao aussi. Intéressez-vous au taoïsme, ça va vous parler, Patrick Daquet. Christophe aussi. Merci beaucoup, Christophe. Oui. Merci, Christophe. Kenavo Hervé Chal. Et on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300 11h16h. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons conclure toujours avec Patrick Daquet qui organise ce 15e Festival international des traditions, spiritualité et ancestrales du 1er au 4 mai du côté de Reims, près de Reims. Et vous allez sur festival-chamanisme.com si vous voulez plus de renseignements. Marlène est avec nous. Bonjour Marlène, merci de prendre la parole. Bonjour Marlène. Bonjour Brigitte. Bonjour Patrick Daquet, merci de me recevoir. Donc moi je voulais juste témoigner pour dire que je ne suis pas du tout chamane et je trouve dommage que beaucoup aujourd'hui se disent chamane alors que c'est un petit peu un manque de respect, je trouve. Mais et ça me fait peur justement parce que j'aimerais bien, je suis hyper sensible donc j'aimerais bien trouver ou participer notamment par rapport au chant du tambour, mais je ne sais pas vers qui me diriger. Et je voulais partager, c'est que pour moi les arbres m'ont sauvée, mais véritablement parce que j'ai des problèmes de santé importants au niveau du son et de mon immunité. J'ai pas de globules blancs. Et donc pendant le Covid, j'ai été une personne très à risque et on avait très peur pour moi et j'ai refusé de me vacciner parce que je savais, j'ai une autre maladie, que ça pouvait être pire. Et donc je suis beaucoup allée en fait dans la forêt. Et je suis certaine... vous vous ressourcez grâce aux arbres, c'est ça? Oui. Et je suis certaine que donc j'ai quand même eu 2 fois le Covid, mais assez, je vois comparé à mon entourage quand même qui s'est vite rétabli parce que les 3 premiers jours, je ne pouvais pas marcher, j'étais complètement affaiblie, mais dès que j'ai pu, même si c'était que 10 minutes au départ, j'allais au contact des arbres. Et en fait, je me sens j'y vais chaque matin en fait, dès que je vais cueillir le soleil. Et il y a cette lumière qui est magique. Cueillir le soleil, c'est joli. Hein. Oui. C'est admirable, c'est magnifique. Je vais prendre en note pour le mettre dans mon prochain livre. Oui. Merci. Et je trouve cette lumière, j'en ai les frissons. Quand il y a à l'aube, en fait, que le soleil n'est pas encore là, qu'il ne s'est pas encore dévoilé, il y a une lumière particulière et que l'on voit à travers les arbres comme s'ils respiraient en fait la vie. Et il y a ce chant des oiseaux et ce silence en fait. Et quand on est en pleine présence avec eux, c'est comme si on rentrait dans un autre espace. Enfin, vraiment, je pense Alors, je vous remercie de votre témoignage, Marlène, parce que il visualise très très bien ce que la nature, les arbres en l'occurrence, mais également le lever de soleil, etc., provoque dans le psychisme et permet au psychisme de donner au corps une nouvelle énergie. Et vous le dites avec vos mots à vous, mais c'est très très clair. Et je crois que ça doit parler à beaucoup de gens qui nous écoutent. La luminothérapie. C'est ma thérapie. Et quand on écoute thérapie dans le langage des oiseaux, on entend terre, happy. Yeah, bravo. La joie de la terre, quoi. Et pour moi, c'est ça. Parce que pourtant, j'ai fait de nombreuses thérapies par rapport à mon passé. Vous savez que j'ai beaucoup partagé ici par rapport à l'inceste. Et pour moi, c'est vraiment eux qui me sauvent. Parce qu'en plus, c'est comme si ils nous enlaçaient, en fait. Et qu'ils comprennent tout. Et puis, j'ai des messages, en fait, quand je suis dans la nature. C'est comme si les arbres me parlaient. Et j'ai des messages après, mais qui viennent vraiment du cœur et qui m'aident énormément sur mon chemin. Et d'ailleurs, au niveau, parce que certains peut-être sont réfractaires à ça, mais dans la Bible, et si on le voit au niveau culturel ou historique, Myriam, qui était la sœur de Moïse, frappait et chantait avec les femmes au tambour à la libération de l'Égypte. Et elle appelait ça, on appelle ça la danse ou le chant du cœur, et que chaque pulsation sur le tambour était la pulsation du cœur. Je trouve ça merveilleux aussi. Tout se relie en fait. Oui, tout est symbolique en tout cas, parce que ce que vous racontez extrait de la Bible, c'est du symbolisme évidemment.
Marlène, je vous remercie vraiment de ce témoignage qui est touchant, et on va conclure avec Julien qui, je crois, a des questions à poser. Je voudrais dire quelque chose à Marlène quand même, si vous permettez, Brigitte. Allez-y, je vous en prie. C'est que je m'adresse à l'ensemble des auditeurs. Il faut savoir aussi que les pratiques ancestrales traditionnelles ne peuvent pas tout guérir, et que toutes les médecines ont leurs vertus. Et comme elle l'a bien dit, il faut trouver l'équilibre avec chaque médecine, qui sont complémentaires. Julien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Allez-y. Je suis très heureux de prendre la parole dans votre émission. Merci beaucoup. Bonjour Julien. Patrick. Bonjour. Alors voilà, moi, mon parcours de vie, voilà, j'ai été très tôt emmené aux champignons avec mes grands-parents. Je m'y suis beaucoup intéressé. J'ai découvert très rapidement qu'il y avait certains champignons qui ouvraient certaines portes. De fil en aiguille, je me suis intéressé aux plantes des dieux. Et ma question était, est-ce que cette voie est crédible? Est-ce que cette expérience de vie est valable, et est-ce qu'on peut se considérer chaman après une expérience liée à la prise de mescaline ou de psilocybine, ou est-ce que cette voie est crédible, et est-ce que cette expérience est valable, ou est-ce que c'est une fausse route? Alors je vais vous répondre en prenant des pays en dehors de l'Europe, comme ça on est dans le cadre de la loi. Par exemple, si vous prenez l'ayahuasca, ou vous prenez l'iboga au Gabon, l'ayahuasca au Pérou, dans la forêt amazonienne, il suffit pas de prendre les plantes pour devenir un curanderos ou un ayahuasqueros. C'est un long cheminement avec des diètes dans la forêt, des enseignements par les anciens et enseignements par les plantes. Vous avez l'enseignement vertical et l'enseignement horizontal. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez vécu des expériences pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous prétendre être un ayahuasqueros si on parle pour l'ayahuasca. Alors, c'est un long cheminement. Alors, en Occident, il y avait également le champignon que certains connaissent. C'est pareil, il faut être enseigné. Il y a très peu d'enseignants. Moi, je ne le suis pas en tout cas. Et mais c'est une longue voie. Et avant de se dire ce que vous dites chaman, sérum médecine, dans ce domaine, c'est un long itinéraire. En tout cas, pour les ayahuasqueros, ça peut aller jusqu'à 15 ans de formation. Il y a des diètes dans la forêt, diéter les plantes. Il y a des quêtes de vision. C'est très très long, et suivi et supervisé par les anciens. Donc, attention à l'illusion. Nos générations, moi je suis d'une génération de 68, il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de gens qui psychiquement sont tombés malades, des maladies psychiques avec les champignons. Ça peut être très très négatif, ça peut créer des grands désordres psychiques et révéler même des schizophrénies. Donc il faut être très prudent. Moi, je le déconseille de faire des expériences de cet ordre tout seul dans son coin. C'est quand même ses grands-parents qui ont guidé Julien, donc. Oui, mais je parle général. Je parle général pour pas que ça devienne. Oui, bien sûr. Je mets de la plus grande prudence, voilà. Le champignon, c'est la nature. Moi, je suis quelqu'un de très mathématique, très terre à terre. Et j'ai eu l'impression que ces expériences-là m'ont justement amené vers une sorte de chamanisme, c'est-à-dire une compréhension des sensations et une vision plus. Mais Julien, je crois, parce qu'il est temps de conclure, donc je vais conclure de manière assez claire pour que tout le monde comprenne bien. Vous savez, on doit garder les pieds sur terre, mais si on veut s'élever, il faut un petit peu s'envoler. Et en effet, ce que vous avez connu vous a permis de découvrir que tout n'était pas complètement cartésien, et c'est une ouverture qu'on peut conseiller à tous ceux qui nous écoutent, parce que sinon on reste dans le cartésien, le concret, le factuel, et on passe à côté de ce qu'est l'humain, qui a aussi une dimension spirituelle au sens large du terme. Et encore une fois, je ne parle pas de religion, je ne parle de rien d'autre que de ce qui nous permet, nous humains, de nous élever. Tout à fait, Brigitte, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que oui, votre expérience est la vôtre, et elle est tout à fait positive, il n'y a pas de jugement, mais il faut être extrêmement prudent, et on ne manie pas les plantes n'importe comment, elles peuvent être aussi toxiques.
Ça, c'est sûr. Voilà. C'est pour ça que hier, Christian Jamin était contre ce soi-disant tout naturel. Parce que la nature est aussi toxique. Merci Patrick Daquet. Ce 15e Festival international des traditions et spiritualités ancestrales, c'est du 1er au 4 mai, on l'a dit et on le redit, près de Reims. Vous allez sur festival-chamanisme.com si vous voulez plus de renseignements. Et on vous attend tous pour faire une grande cérémonie pour l'appel à sagesse. Tout de suite, on retrouve Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Merci, au revoir. Demain, on sera avec Philippe Arlin et on évoquera la différence entre la pulsion sexuelle et le désir sexuel.